à Fabrice Ben-Simon pour cette invitation ce soir, et puis à tous les organisateurs pardon, du séminaire franco-britannique. Donc, comme l'a dit Fabrice, je vais vous présenter ce soir 7 ans de travaux qui ont abouti à une habilitation à diriger des recherches. Et la première chose que je voudrais remarquer à propos de ce titre, donc si je le lis avec vous, donc Identité religieuse et Britishness, Royaume-Uni et Dominion des années 1880 à l'entre-deux-guerres. La première chose, c'est pourquoi finalement adopter un angle religieux quand on parle des identités nationales au tournant des 19e et 20e siècles. Et la première chose qu'on peut dire là-dessus, c'est que depuis quelques décennies, il y a un consensus global chez les historiens du socio-religieux, un consensus pour dire que finalement, la période de césure, l'entrée véritable dans ce qu'on appelle la sécularisation à l'heure actuelle, ce sont vraiment les années 60, 1960. La rupture s'est produite dans les années 1960. Donc si la rupture s'est produite dans les années 1960, on est fondé pour le 19e siècle et puis toute la première moitié du 20e siècle. On est fondé à montrer combien les questions religieuses sont au premier plan et interagissent avec différents phénomènes dans la société britannique. Et si on repart vers le 19e siècle, on peut déjà commencer par dire que c'est une époque particulièrement intéressante car elle est celle pour le Royaume-Uni de la mise en place législative de la tolérance d'État et la mise en place également effective du pluralisme religieux. Et ça se voit très très bien dans la loi, puisqu'en 1828, les non-conformistes sont tolérés, sont admis au Parlement. C'est l'abolition des Test and Corporations Act. En 1829, c'est l'émancipation des catholiques. Et donc les catholiques sont autorisés à entrer au Parlement et à accéder à certains postes publics et à certaines fonctions. Et puis plus tard des juifs en 1858 et enfin officiellement des athées en 1886. Donc là, c'est simplement la première image que vous voyez. C'est un petit tableau satirique qui traite du Funeral of the Constitution, c'est-à-dire que là, c'est un regard ultra-protestant qui est porté sur la réforme, l'émancipation des catholiques de 1829, qui est lu et vu par les ultra-protestants comme un moment de césure dans l'histoire britannique et un moment dramatique. Mais on y reviendra. Donc, ce qui est frappant pour nous, c'est que lorsque la tolérance d'État s'installe, donc on le voit tout au long du 19e siècle, eh bien finalement les questions confessionnelles vont se politiser dans la société et elles vont donner lieu dans la société à de vifs débats. C'est ça qu'on observe et c'est là que va entrer notre histoire de l'anticatholicisme. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs années de recherche et cette recherche a porté justement sur des associations, des societies, comme on dit en anglais, et des clubs ultra-protestants, anticatholiques, qui ont vu le jour au 19e siècle, tant au Royaume-Uni qu'en Irlande, que dans l'empire de peuplement britannique. Et ce qui m'a intéressé, c'était finalement de voir ces années 1880, je vais y revenir, les années 1880 sont un moment véritablement de dynamisme et de création de sociétés anticatholiques. Et on observe ce dynamisme jusqu'à la fin des années 1920, jusque d'entre-deux-guerres. Alors là, c'est juste une photographie d'une marche orangiste à Toronto, au Canada, contemporaine. Mais je pense que l'ordre d'Orange est familier pour la plupart d'entre vous. Et c'était pour vous dire que ces sociétés orangistes, elles appartiennent à ce mouvement ultra-protestant que je vais vous présenter dans quelques minutes. Et ce qu'il a d'intéressant, le mouvement de l'ordre d'Orange, c'est qu'il est à la fois anticatholique, ouvertement, les catholiques ne peuvent pas adhérer dans les loges orangistes, mais il a également un autre pendant, il est une société de secours mutuel. Donc il y a un double aspect qui fait qu'il rentre dans notre nébuleuse de société anticatholique, mais il est un peu particulier. Et la société qui m'intéresse au premier chef, c'est, comme vous le voyez sur l'image, la Imperial Protestant Federation, qui est une fédération de sociétés et de clubs ultra-protestants, qui est fondée en 1898 par Walter Walsh. Alors Walter Walsh, c'est un anglican évangélique qui vraiment fait carrière comme organisateur finalement, comme dirigeant de sociétés ultra-protestantes. Et c'est lui qui a l'idée de fédérer différents organismes, différents clubs, différentes associations
qui ont essaimé dans l'Empire et d'en faire finalement les fédérations, c'est quelque chose qui est à la mode, en vogue à la fin du 19e siècle, et d'en faire un organisme central. Et ce qu'elles ont, ça c'est juste un petit exemple que vous voyez là, ça c'est un exemple de sociétés et d'associations qui remontent pour certaines à la fin du XVIIIe siècle, pardon, dont la fondation remonte à la fin du XVIIIe siècle. Et donc vous voyez qu'on a des sociétés qui datent d'avant les années 1880, et il y a également un certain nombre de créations d'associations et de clubs à partir des années 1880. Et ces différentes sociétés, associations, clubs, on va les retrouver, elles adhèrent à cette Imperial Protestant Federation. Donc pour le chercheur, c'est extrêmement pratique d'avoir finalement ces regroupements d'associations et de clubs et de pouvoir les regarder. Alors juste un petit mot pour ce qui concerne la sociologie de ces sociétés, de ces societies. On a affaire finalement, pour beaucoup, les militants sont issus de la petite bourgeoisie urbaine, voire des milieux artisanaux. Voilà un peu ce qu'on trouve finalement sociologiquement. C'est pas évident de creuser davantage la sociologie parce que on n'a pas toujours des archives qui ont été conservées pour toutes ces différentes associations. Et alors, ce qui m'intéresse donc pour ces associations, c'est finalement de regarder dans la période donc, qui s'étend des années 1880 à l'entre-deux-guerres, c'est de regarder la Britishness commune que ces associations défendent. Donc, elles défendent une Britishness, une citoyenneté britannique impériale, protestante, et plutôt d'un protestantisme évangélique. Et c'est ça l'angle d'attaque qui a déterminé mon étude. Et à partir de ce critère de sélection, c'est-à-dire leur mise en avant d'une certaine Britishness, j'ai établi une typologie. Alors, une typologie que je présenterai ce soir en 3 temps. D'abord, on va regarder l'anticatholicisme constitutionnel ou étatique, donc on va y revenir. Dans un deuxième temps, on s'intéressera à l'anticatholicisme théologico-politique. C'est le fameux No Popery classique, voilà, depuis l'ère de la Réforme. Et enfin, on observera un anticatholicisme socio-national que je vous présenterai à la fin de cet exposé. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que ces types d'anticatholicisme, on les retrouve, ils coexistent en fait au sein de ces associations, de ces clubs. Donc, ces 3 formes coexistent. Simplement, leur intensité varie parfois avec la situation géographique ou la situation chronologique. Donc, on a des variations de formes d'anticatholicisme. Donc, ces 3 formes ne se succèdent pas dans le temps, elles coexistent pendant la période que j'ai examinée. Et je voulais juste citer quelques travaux de John Wolfe, qui est vraiment l'historien britannique qui a le plus pensé la question de cet anticatholicisme et qui a vraiment été à l'origine, moi, de mon propre travail. Et signale juste le dernier chapitre qui est indiqué là sur la diapositive, c'est le chapitre qu'il a gentiment accepté de faire pour l'ouvrage qu'on a dirigé avec ma collègue Claire Guérard-Graffeuil, et donc où il fait tout un panorama de l'anticatholicisme au Royaume-Uni depuis 1600. Voilà, donc je voulais signaler ces travaux très importants. Alors, première forme d'anticatholicisme, l'anticatholicisme de type constitutionnel. Alors, un petit rappel que j'aime bien faire aussi, je le fais toujours à mes étudiants quand on aborde les questions de sécularisation. Il faut avoir en tête que c'est seulement depuis 2013, depuis le Succession to the Crown Act, que le mariage du monarque britannique avec un ou une catholique est autorisé. Donc, il faut voir que les barrières constitutionnelles, elles ont perduré dans l'histoire britannique. Donc, dans cet anticatholicisme constitutionnel, les militants ultra-protestants défendent finalement le caractère protestant de la Constitution britannique, donc pour eux c'est fondamental, et le caractère protestant de l'État britannique. Et je vous montre ici, ici vous avez un extrait des Accession Declaration que les monarques prononçaient en général devant le Parlement au moment de leur couronnement ou juste après. Et c'était celle qui était en vigueur depuis 1701. Et quand en 1901, Édouard VII doit lire cette déclaration devant le Parlement, il est légèrement gêné
Et à partir de là, va suivre tout un débat sur la modification de cette déclaration. Alors, qu'est-ce qui choque les catholiques dans l'Empire au sujet de cette déclaration? C'est, je vous le montre ici, j'ai souligné les termes. Donc, there is not any transubstantiation. Bien, ça c'est la renonciation depuis la Réforme, ça c'est classique. Et l'Église de Rome est désignée, vous le voyez à la fin, comme superstitious and idolatrous. Donc, bien sûr que ces termes sont problématiques pour les catholiques et les sujets catholiques du roi. Et on va avoir tout un débat autour de cette déclaration. Alors, bien sûr que les militants ultra-protestants, et au premier titre desquels, par exemple, ici, Walter Walsh, que j'ai signalé tout à l'heure, il écrit en 1901 A Defense of the King's Protestant Declaration. En 1910, quand à nouveau le débat surgit pour George V, il publie Our Protestant Safeguards, avec l'idée qu'il faut des safeguards pour la Constitution et qu'elle reste bien protestante. Alors, la campagne pour préserver cette déclaration d'accession, elle a lieu en Royaume-Uni et dans les colonies, à l'instigation de toutes ces associations ultra-protestantes. Alors, on organise des campagnes de pétition, on publie des pamphlets, on fait circuler de la littérature ultra-protestante. Et par exemple, en juillet 1902, la campagne de pétition menée dans le Royaume-Uni et dans les colonies rassemble 600 000 signatures. Donc, il y a une pétition avec 600 000 signatures qui est présentée au Parlement. Alors, malheureusement pour eux, cette campagne n'a pas d'efficacité réelle, puisqu'en 1910, la déclaration d'accession est modifiée, donc est modifiée dans la Constitution, et désormais, c'est ce que dit George V et c'est ce que disent les monarques depuis, il y a simplement une déclaration, j'ai souligné les termes principaux, I am a faithful Protestant. Donc exit tout ce qui pouvait être considéré comme blessant pour les sujets catholiques du royaume, donc la déclaration sur l'idolâtrie et la superstition. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'action des ultra-protestants, finalement, toutes les campagnes qu'ils mènent au Royaume-Uni et dans l'Empire pour préserver cette déclaration protestante, elles se heurtent à la pluralisation religieuse, à la tolérance d'État qui poursuit son œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles se heurtent aussi aux actions catholiques pour la modification à l'échelle impériale, parce que les catholiques agissent aussi à l'échelle de l'Empire. Le deuxième aspect que dont je voulais vous parler ce soir pour ce qui concerne l'anticatholicisme constitutionnel, et qui peut-être n'est pas tout de suite évident, c'est tout ce qui a un rapport avec la question scolaire et tous les débats autour de l'école à la fin du 19e siècle. Alors, pourquoi classer les débats autour de l'école dans l'anticatholicisme de type constitutionnel? Comment est-ce qu'on peut justifier cette articulation école-constitution? Eh bien, on peut la justifier parce que c'est l'État, tant au Royaume-Uni que dans les colonies, par le biais des différents États coloniaux, des gouvernements coloniaux, pardon, des assemblées coloniales plutôt, c'est l'État qui, tranquillement, s'arroge le monopole éducatif à partir de la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que comme les écoles primaires deviennent progressivement, l'éducation primaire devient progressivement gratuite et obligatoire, sa dimension laïque, on dirait à la française, séculière à l'anglaise, on va en reparler. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a, de la fin du XXe siècle, à la fois dans les colonies et au Royaume-Uni, à des périodes chronologiques un petit peu différentes, tout c'est la fin du XIXe siècle, on a la mise en place de cette école publique. Et ce qui est intéressant, c'est que n'empêche pas, bien sûr, la survivance d'écoles confessionnelles. Par exemple, en Angleterre, les écoles confessionnelles sont encore majoritaires quand la loi sur l'instruction primaire de 1870 est votée. Ce n'est pas le cas en Écosse quand elle est votée en 1873. Mais le problème, c'est que ça concerne tout le monde, puisque les contribuables doivent payer un impôt scolaire subventionné. Tout contribuable doit subventionner par son impôt l'école publique. Tout contribuable a son mot à dire aussi sur l'école publique. Donc, à partir de ce moment-là, la question de la place de l'instruction religieuse aussi dans le système séculier, donc dans le système d'État, dans le système public, se pose. Donc, nos militants ultra-protestants, ils sont face à un double problème.
le premier problème, et ça je parle ici de, même si les situations sont très diverses, je parle tant du Royaume-Uni que de l'Australie ou du Canada. Le premier problème, c'est pour eux, c'est de lutter contre le système éducatif catholique donc, et confessionnel privé séparé. Donc, ils n'ont de cesse de lutter contre les écoles catholiques. Et en plus, dans certains cas, ces écoles catholiques reçoivent des subventions, des deniers publics. Bon, c'est le cas à peu près partout. Ça dépend parce que les situations varient beaucoup, beaucoup. Et là, j'essaie de vous faire un aperçu global. Donc, il faut lutter contre ces écoles catholiques. Et pourquoi lutter contre ces écoles catholiques? C'est là que je vous ai mis un petit extrait d'un pan qui est publié par The Loyalist League of Victoria en Australie. The Menace of the Roman Catholic Schools, How Rebels are Made. Alors, sans le lire in extenso, vous allez pouvoir voir. Je lis la proposition numéro 1. That the teaching in Roman Catholic schools is sectarian and anti-national through. C'est très intéressant. Il reproche aux écoles catholiques leur caractère, on dirait en français, confessionnel finalement, sectarian, donc leur caractère qui sépare les enfants catholiques d'un côté et puis les autres enfants de l'autre, et antinational, explicitement pour eux, les écoles catholiques en Australie, en l'occurrence dans l'État de Victoria, sont des écoles antinationales. Donc, ils fabriquent des citoyens, finalement, qui ne sont pas loyaux à l'Australie ni à la couronne. Et on peut donner peut-être un petit autre exemple, toujours dans ces énumérations. La numéro 3, je prends la proposition numéro 3. That no citizen who wants Australians to be a united people, loyal to each other and to the empire, should, by the gift of money or the expression of sympathy, do anything to encourage the building of Romanist, le terme dépréciatif, schools. Donc, l'idée ici, c'est que véritablement, c'est ça qui m'intéresse ici, c'est la question de United People. Parce que l'argument des militants ultra-protestants, c'est que ces écoles catholiques, elles sont mauvaises parce qu'elles sont catholiques, mais elles séparent fondamentalement les citoyens des uns des autres. Et tout ce qui sépare est par essence hostile à la fabrique d'une identité britannique, soit coloniale, impériale, et les deux en même temps, si possible. Donc ça, c'est le premier reproche. Et le deuxième combat que les militants ultra-protestants ont à mener sur le front de l'école, c'est celui de la défense. Donc là, il y a le combat anti-école catholique, et ensuite, au sein de l'école publique, ils n'ont de cesse de défendre un enseignement religieux. Donc, ils sont en faveur d'un enseignement religieux au sein des écoles publiques, mais un enseignement religieux qu'ils disent justement non-sectarian, non confessionnel, non sectaire, non dogmatique plutôt, pardon. Et donc, dans leur idée, bien sûr, ça veut dire un enseignement protestant évangélique large, un protestantisme œcuménique en quelque sorte, qui irait à tous, parce que l'idée sous-jacente, c'est que la Bible, c'est le meilleur manuel du citoyen du futur. Donc voilà ce que l'on trouve dans leurs écrits. Donc, si j'ai voulu vous présenter là très, très brillant cette question et les problèmes plutôt que pose l'école à nos militants ultra-protestants, et en quoi c'est intriqué dans la question étatique et constitutionnelle, puisque les écoles vont passer pour certaines sous un monopole étatique, en tout cas l'instruction primaire va passer dans un monopole d'État. Donc vous voyez bien que cet anticatholicisme de type étatique pas en relation entre Église et État, même si les combats diffèrent en métropole et dans les colonies. Parce que bien sûr, on a des situations en Angleterre, au Royaume-Uni, on a des églises établies pour notre période, et dans les colonies, on n'avons pas d'églises établies. Donc, le state-church relations, elles diffèrent entre la métropole et les colonies, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les débats, même si les sites de départ diffèrent, les débats sont assez similaires partout dans le monde britannique autour de cette question de l'école, et d'un point de vue, bien sûr, si on se place d'un point de vue ultra-protestant. Et voilà, donc ça, c'était pour vous donner des exemples ici du type d'argumentaire qu'on retrouve chez les militants ultra-protestants de nos différentes associations en ce qui concerne la préservation d'une constitution protestante et d'un État avec un caractère fondamentalement protestant,
que l'État soit colonial ou métropolitain. J'en viens à la deuxième forme d'anticatholicisme, qui, je pense, sera beaucoup plus familière pour tout le monde. C'est le cri de No Popery, celui qui résonne depuis la Réforme et qu'on entend à des intervalles réguliers tout au long de l'histoire britannique depuis le XVIe siècle. Donc ici, l'anticatholicisme, donc de type théologico-politique, cet anticatholicisme, il se focalise sur la figure du pape et de l'Église, avec un grand E, l'institution, qui incarne, aux yeux des ultra-protestants, l'alliance entre un dogme inacceptable, le dogme catholique, et l'autoritarisme liberticide, donc deux défauts absolument majeurs. Et donc avec un pape, la figure du pape qui incarnait tout cela. Les militants ultra-protestants de notre période, de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, sont absolument convaincus que le Vatican avait pour projet de soumettre l'Empire britannique. C'est-à-dire qu'on a un projet impérial contre un autre projet impérial. Donc, ça, c'est la première chose. Et il y a des événements également à la fin du XIXe siècle qui viennent exacerber ces tensions. On a par exemple la promulgation de l'infaillibilité pontificale en 1870, qui choque beaucoup les protestants. On pourrait aussi évoquer le rétablissement de la hiérarchie catholique en Écosse à la fin des années 1870, puisque la hiérarchie catholique avait été rétablie en Angleterre dans les années 1850, elle est rétablie en Écosse. Donc des moments de tension où Rome refait son apparition de manière assez forte, assez poussée, et donc là, il y a une réaction ultra-protestante très forte. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans l'anticatholicisme théologico-politique, c'est qu'il est à la fois tout autant un langage de haine, on va en parler ensemble, qu'il est révélateur des faiblesses vécues de ces auteurs, mais j'y reviendrai. Et avant de vous donner des exemples un peu concrets, j'ai voulu vous mettre quelques citations de Richard Hofstadter, donc un texte qui date, j'ai mis 1996 parce que ça c'est la parution des essais, mais c'est des essais qui étaient parus dans les années bien avant, dans les années 60, j'ai un doute, je pourrais vérifier. Donc c'est des essais qui remontent bien avant 1990, et notamment ces citations viennent du chapitre qui s'intitule The Paranoid Style in American Politics. Et donc, bien sûr, Hofstadter, il le pense pour l'Amérique. C'est quelque chose qui dit de l'Amérique, mais c'est quelque chose qui aide beaucoup à penser l'anticatholicisme, puisque de toute façon, l'anticatholicisme américain, c'est à l'origine une importation britannique. Et il aide à penser ce type d'anticatholicisme. Alors, peut-être que vous êtes familier avec la première citation, hein, Anti-Catholicism has always been the pornography of the Puritan, puisqu'on a toute l'idée c'est toute l'imagerie autour des nunneries, des couvents avec des conférences sur tout ce qui se passe à l'intérieur des couvents, des confessionnaux, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser demander. Donc ça attire les foules, ce genre de lecture de conférences publiques. Et puis là, vous avez les ingrédients, donc chez Hofstadter, il le redit, donc c'est la deuxième citation. An immense lore about libertine priests, the confessional is an opportunity for seduction, licentious convents and monasteries, etc., etc. Bien, donc vous avez ce côté un peu sulfureux de l'anticatholicisme qu'on retrouve tout de suite. Je vais vous parler d'un type d'anticatholicisme particulier, que l'on peut désigner comme l'anti-ritualisme. Alors là, c'est vraiment l'ennemi intérieur. Qu'est-ce que le ritualisme? Le ritualisme désigne, hein, c'est un terme dépréciatif, il désigne pour les militants ultra-protestants et pour les ultra-protestants en général, il désigne une tendance au sein de l'Église anglicane, une tendance anglo-catholique, donc à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'il faut que vous voyez là un héritage du mouvement d'Oxford des années 1830 et de tout un courant de l'aile catholique dans l'Église anglicane.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une dimension constitutionnelle dans la lutte contre le ritualisme, mais là, je n'ai pas eu le temps d'en parler dans la première partie. Mais ici, je vais m'intéresser plutôt aux aspects liturgiques et rituels qui sont dénoncés. Donc là, ce que vous voyez sur la diapositive, c'est John Kensett. Alors, John Kensett, qui meurt accidentellement au début du XXe siècle, dans les années 1900, c'est une grande figure de ce militantisme ultra-protestant. C'est un agitateur public, un Anglais, il est artisan à l'origine, puis il se lance dans l'édition, il a une librairie, il écrit, enfin il est multifonction. Et là, vous le voyez brandir un crucifix. Il interrompt en fait un culte anglican, mais considéré comme ritualiste, et il brandit ce crucifix en dénonçant le papisme de cette cérémonie religieuse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il écrit même Down with this idolatry. Donc, vraiment, le côté idolâtre et superstitieux. Donc, les Wycliffe Preachers, c'était des jeunes militants qui l'accompagnaient et qui venaient interrompre les cultes qu'ils estimaient trop catholiques, trop papistes à leur goût. Et donc, ce qui est intéressant, je vais vous montrer une autre image. C'est ici la représentation que les ultra-protestants se font de toute cette aile anglo-catholique du clergé anglican, qui finalement sont dénoncés comme étant des crypto-papistes. Et là, vous voyez sur cette caricature qui paraît The Protestant Alliance Official Organ, donc c'est le journal, un périodique qui est publié par The Protestant Alliance, donc par une des sociétés ultra-protestantes qui nous intéressent ici. Et sur la gauche, vous avez un vicaire anglican qui a tous les attributs du clergé dit ritualiste, c'est-à-dire qu'il porte la soutane, vous voyez qu'il est tonsuré comme un moine, il tient dans sa main un encensoir et un chapelet, il y a des reliques juste à sa Bones of Saint Peter. Pardon, je vais montrer avec ma souris, parce que si je monte mon écran, ça ne fait pas grand-chose. Donc on a des reliques, enfin, on a tous les attributs et tout ce qui est associé avec le culte catholique romain, voilà, mais ici, c'est chez les anglicans. Et de plus, on a un aspect assez finalement efféminé du personnage qui contraste avec le muscular Christian, donc l'homme fort de droite, à droite de l'image, l'homme fort, le pasteur anglican Low Church dans toute sa splendeur. Donc, je voulais vous montrer cette image parce que ce qu'il y a d'intéressant dans cet anticatholicisme théologico-politique, c'est véritablement il est très révélateur de toute la peur qu'ont les ultra-protestants. Et pourquoi ont-ils peur? Ils ont peur de la séduction que peuvent exercer sur les fidèles tous ces attributs justement du catholicisme qui font appel au sens. Donc ils dénoncent l'encens dans les églises, la bonne odeur de l'encens. Il y a le lecchette, il y a toutes ces images, il y a les actes qui sont cachés puisque le clergé tourne le dos à l'autel, donc il y a cet air de mystère. Et donc tout cet aspect de la liturgie qui en fait, pour les ultra-protestants, paraît menaçant, car faire appel au sens est constamment dénoncé. Donc ça, c'est assez intéressant et ça, c'est un des aspects. Le deuxième pendant de cet anticatholicisme théologico-politique, je le rappelais à l'origine, c'est bien évidemment tout ce qui va concerner l'aspect liberticide de l'Église catholique qui est chapeauté par le pape. Et qui de mieux pour représenter le pape que les jésuites? Et donc, il existe, mais alors vous allez me dire que ce n'est pas le propre aux ultra-protestants, il y a tout un discours de haine à l'encontre des jésuites. Donc, je vous ai mis ici quelques exemples. Un pamphlet de Walter Walsh, un des nombreux pamphlets de Walter Walsh qui porte ici sur les jésuites et leur influence politique. Donc, vous voyez l'articulation du théologique et du politique ici. L'article 8 de la Constitution de la Imperial Protestant Federation, dans l'article 8, il est dit que l'ordre des jésuites doit être exclu, carrément exclu, mais de tout l'Empire britannique. Et dans cet extrait après du journal The Protestant Times, qui est édité par the Imperial Protestant Federation, vous avez la traditionnelle dénonciation du rêve impérial, Supreme Dominion over the World, des jésuites.
Et les jésuites ne sont que l'armée du pape, de toute façon. Donc derrière, il y a le pape. Donc, pour dire quelques mots de conclusion sur cette deuxième forme d'anticatholicisme, cet anticatholicisme théologico-politique, on voit qu'il est bien celui de ces ultra-protestants évangéliques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment facteur de rassemblement, puisqu'on dénonce l'ennemi catholique. Alors, l'ennemi catholique, il peut être extérieur, c'est le cas des jésuites, mais il peut être intérieur. C'est le cas des ritualistes au sein de l'Église anglicane. Donc, l'ennemi est partout. Donc, bien sûr, il y a toujours l'idée du complot sous-jacente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut un facteur de rassemblement. Parce qu'en face, les ultra-protestants ont un bloc qui paraît monolithique, qui est celui de l'Église catholique, avec un chef de file et un dogme. Donc, face à ce bloc, il faut faire bloc. Et là, l'anticatholicisme théologico-politique est facteur de rassemblement entre différentes tendances du protestantisme évangélique. Et ainsi, j'en viens à la troisième forme d'anticatholicisme que je voulais vous présenter ce soir. Donc, c'est la dernière branche de la typologie dont on s'est occupé ce soir. C'est l'anticatholicisme que j'ai appelé socio-national. Alors, cette forme d'anticatholicisme, elle se développe vraiment très fortement au XIXe siècle et surtout à la fin du XIXe siècle. Et sa chronologie suit de près tous les débats autour du Home Rule irlandais et de la question irlandaise. Si j'ai choisi les années 1880 comme point de départ, c'est pour différentes raisons, mais notamment parce que c'est le moment où le premier projet de Home Rule est porté au milieu des années 1880 au Parlement, et on a ces discussions sur l'Irlande, cette Irlande catholique, ces immigrés irlandais qui sont maintenant présents dans toutes les colonies, etc. Donc, cet anticatholicisme socio-national, il s'inspire, donc, il est, associé de près à toutes les questions à toutes les questions irlandaises, questions politiques irlandaises, et il s'inspire fortement de toutes les théories raciales qui sont développées à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et bien sûr, il s'appuie également sur un certain triomphalisme colonial anglo-saxon. Donc, cet anticatholicisme, il repose sur des considérations qu'on pourrait appeler socio-ethniques. Et là, je voulais vous montrer des exemples dans toutes les parties du monde qui m'ont intéressée. On va commencer par le Canada. Donc ici, vous avez une citation qui est tirée d'un écrit d'un pasteur méthodiste écossais qui avait émigré au Canada à la fin du XIXe siècle. Et il est très représentatif de cette littérature anticatholique socio-nationale. Alors, vous allez voir de quoi il ressort très vite. Je lis simplement le début. Take a million of the free men of your Ontario and contrast them with a million of our Franco-Canadians. And what is the commercial value of the one as contrasted with the other? Because the intelligence of the one is stagnant and nil, Quebec, while that of Ontario is aggressive, and hence, etc., etc. Alors là, vous avez tout un pan de la critique anticatholique qui oppose les pays protestants industrieux et avancés sur le plan et développés sur le plan économique et social, et les pays catholiques qui sont présentés comme des pays paysans, arriérés et tout à fait en retard sur le plan du développement socio-économique. Et donc, c'est une association assez courante entre catholicisme et retard économique et industriel. Donc voilà, et donc là, il y a toute une littérature sur cette question, enfin, des pamphlets, des essais qui sont particulièrement forts au Canada, puisque vous avez toujours le Québec, qui d'ailleurs est souvent associé au sud de l'Irlande dans la rhétorique ultra-protestante. Et je voulais vous montrer un petit exemple pour l'Australie. Alors là, c'est la publication, c'est le périodique dicté par The New South Wales Protestant Federation dans les années 1920. Et je veux juste attirer votre attention sur le deuxième point, donc c'est la couverture du journal. Je lis juste le début de la phrase. Hein. Roman Catholicism represents Latin civilization of medieval times and now governed, etc., etc., etc. Donc, c'est à nouveau, c'est typique de cette rhétorique socio-nationale, puisqu'on classe le catholicisme du côté de l'obscurantisme médiéval, donc avec une vision assez univoque du Moyen-Âge,
Et le protestantisme est, lui, du côté des Lumières, de la modernité et du progrès. Donc voilà, nous avons cette différence entre ce catholicisme et ce protestantisme. Et cet anticatholicisme de type socio-national, il est fondamentalement exacerbé par les Pâques sanglantes de 1916, donc le soulèvement irlandais de 1916, et puis la guerre anglo-irlandaise qui se développe à la fin des années 1910 et qui aboutit au début des années 1920 à la séparation du sud de l'Irlande et du nord de l'Irlande. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ici, toute la rhétorique anti-irlandaise qui est très fortement développée dans les années 1920 et en particulier en Australie et en Écosse, ce sont vraiment les deux parties du monde britannique où l'on retrouve cette rhétorique qui s'exprime de manière virulente et violente, donc très fortement irlandaise, profondément raciste, avec l'idée que finalement les Irlandais, on ne va pas pouvoir les intégrer dans une Britishness plus générale. Hein, peut-être qu'on avait essayé avant, mais maintenant, c'est plus la peine. Et en Écosse, cette argumentation anti-irlandaise et anti-catholique et anti-irlandaise, on la trouve par exemple, je vous donne ici un exemple, dans une société féminine, the Scottish Women's Protestant Union, qui adhère à la Imperial Protestant Federation. Donc, je lis très vite. Hein. The Irish Roman Catholic menace is becoming more and more serious. Our Scottish nationality is disappearing. Donc, c'est très clair. Hein. La race irlandaise, hein, parce que souvent c'est le terme qui est employé, a des effets délétères sur la nation écossaise. Et donc, c'est quelque chose, c'est comme un corps étranger, c'est un corps étranger qu'il faut éliminer au plus vite. Donc, le discours est assez violent et il est violent également. Et là, je vous mets un extrait d'un pamphlet de campagne de 1929, au moment des élections parlementaires de 1929. C'est un pamphlet qui est produit par la Scottish Protestant League. Donc ça, c'est un exemple de société ultra-protestante militante, paramilitaire, qui est fondée par un personnage fort peu sympathique qui s'appelle Alexander Ratcliffe. Il est très intéressant ce personnage parce que il est typique des déclassés de la Première Guerre mondiale. Donc, il a combattu pendant la Première Guerre et il retrouve jamais de place véritablement dans la société après ça. Et donc, il appartient à cette génération de déclassés qu'on retrouve dans tous les mouvements nationalistes en Europe au même moment. Et donc, cet Alexander Ratcliffe, il est à l'origine de cette société de Scottish Protestant League paramilitaire. Il est lui-même antisémite, enfin, il cumule tous les antis. Et ici, je vous lis un petit tract de campagne avec le titre très évocateur Who fills our prisons? Donc, je pense que vous connaissez la réponse. Et je cite There is an immediate need for legislation to control the influx of Irish Roman Catholics who are imported into this country to snatch the jobs from Protestants and to help the Romish Church Romanize the country, etc., etc. Et vous avez à la fin de la citation, moral and spiritual welfare. Donc, toute cette rhétorique anti-catholique, anti-irlandaise, telle qu'elle se déploie par exemple chez les ultra-protestants écossais, elle déploie toujours l'idée que les Irlandais viennent finalement déprécier, démoraliser les Écossais et qu'il faut absolument tarir cette immigration irlandaise et il faut même les mettre à part parce que véritablement, ils sont un cancer qui gangrène la société écossaise. Et la concurrence, je finis là-dessus avant de faire une petite conclusion, et il faut savoir qu'en Écosse, toutes ces sociétés ultra-protestantes sont même doublées par la très respectable Church of Scotland, donc l'Église établie d'Écosse, qui publie en 1903 un rapport, en fait, c'est lors de son assemblée générale, un rapport qui s'appelle The Menace of the Irish Race to our Scottish Nationality. Tout est dit hein, dans le titre. Et ce rapport dénonce très violemment ces Irlandais catholiques. Donc, l'Église d'Écosse a présenté ses excuses pour le rapport au début des années 2000. Voilà. Donc, pour conclure sur cette brève présentation des trois formes d'anticatholicisme que j'ai identifiées quand j'ai regardé ces sociétés ultra-protestantes pour la période envisagée, je voudrais juste faire trois remarques pour conclure.
La première, c'est que quand on fait l'histoire de ces sociétés ultra-protestantes, on fait une histoire des symptômes. C'est une histoire, c'est Marc Bloch qui faisait la distinction entre, il y a deux types d'histoires, celles qui révèlent des symptômes et celles qui ont des effets. Et clairement, en termes législatifs, finalement, les ultra-protestants ne sont pas les grands gagnants, ne sont pas les grands gagnants de toute cette période, puisqu'à chaque fois qu'ils essayent de faire passer une loi ou d'empêcher la tolérance d'État, cela ne marche pas. Alors, ils ne sont pas gagnants sur le plan légal et législatif, mais même s'ils sont radicaux et parfois marginalisés, ils ont quand même une place dans le débat public et dans le débat social, surtout parce qu'on est à un âge de démocratisation dans le Royaume-Uni et dans ses colonies. Donc, ils parviennent parfois à en faire entendre leur voix, même s'il faut garder en tête qu'ils restent minoritaires dans le paysage socioculturel. Et la dernière remarque que je voudrais faire est la suivante, c'est que finalement, quand on écrit l'histoire de cet anticatholicisme, l'histoire de ces associations ultra-protestantes, on cherche à contribuer à l'histoire de la sécularisation que j'évoquais dans l'introduction. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si on arrête de voir le 19e siècle ou le début du 20e siècle simplement comme un moment de déchristianisation, on peut montrer finalement le poids de l'imbrication du religieux dans la définition des identités nationales à cette période. Et voilà, je m'arrête là. Merci pour votre attention.